Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Les titres de ce journal. Une alliance inédite, espoir de renouveau pour l'opposition camerounaise. Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Mingari envisagent une collaboration promettant de redéfinir le paysage politique et d'apporter un changement à une opposition divisée. L'Afrique et la Turquie, une coopération économique en plein essor. Le Forum d'Istanbul a réuni des entrepreneurs africains illustrant des opportunités grandissantes sur la scène internationale. Des précisions dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. En matière politique, le collectif dirigé par Maître Sylvain Sop dénonce ce qu'il qualifie de dérive autoritaire. L'intrusion du tribunal militaire dans une affaire dépourvue de toute violence soulève des interrogations pour ses avocats. L'arrestation des citoyens venus simplement assister à une audience électorale constitue un abus flagrant de pouvoir. Parallèlement, la société civile indignée par cette situation y perçoit une violation manifeste des droits fondamentaux. Ainsi, cette affaire illustre les tensions croissantes entre l'autorité judiciaire et les droits des citoyens. Gladys Sidier Bambadia. Collectif Maître Sylvain Sop dénonce un régime d'exception appliqué à certaines personnes interpellées le 4 août dernier aux abords du Conseil constitutionnel à Yaoundé. Pour Maître Hippolyte Méli, l'implication du tribunal militaire dans ce dossier constitue une grave violation des droits de l'homme, d'autant qu'aucun acte de violence ou de dégradation n'est reproché aux prévenus. Selon lui, 28 personnes arrêtées arbitrairement ont été remises en liberté sur la cinquantaine initialement interpellées. Les autres restent en détention. Face à cette situation, plusieurs acteurs de la société civile alertent sur une dégradation inquiétante des libertés publiques au Cameroun. Il y a des cas qui méritent notre attention là-dessus. Le cas du jeune Tito Yonga, qui passe aujourd'hui au tribunal militaire, alors qu'il était dans la salle lors du Conseil constitutionnel. Il s'est vu interpeller à la sortie. On ne sait pas l'acte qu'il a posé, qui le pose soit sur le trouble à l'ordre public, l'attroupement, la rébellion ou l'incitation à la révolte, qui sont les motifs qui ont été invoqués pour arrêter ces gens-là. Lui aussi, on ne sait pas à quel moment est-ce qu'il a posé un acte lié relatif au trouble à l'ordre public, à l'attroupement, à la rébellion et à l'incitation à la révolte. On aurait pu comprendre que le siège du Conseil soit attaqué. On aurait pu comprendre que les citoyens sont descendus dans la rue, ont mis des pneus, ont brûlé, ont attaqué les forces de l'ordre, ont cassé de gauche à droite. On aurait compris la réaction de l'État. Que les gouvernants comprennent que d'abord, ils sont pas là éternellement, et de deux, les revendications sont de l'ordre de la Constitution. Il fustige les motifs d'interpellation jugés infondés, mais désormais repris par toutes les autorités, ce qui, selon eux, contribue à ternir davantage l'image du pays sur la scène internationale. Tant qu'il n'y a pas de casse, tant qu'il n'y a pas d'actes violents, nous ne comprendrons jamais pourquoi l'État se retrouve à durcir et à nous pondre des prétextes tels que l'insurrection, la rébellion, des choses comme celle-là. Et on sait que le citoyen qui casse quelque chose, qui casse, doit payer ou doit répondre de ça. Est-ce que les gens ont cassé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des bris? Est-ce qu'il y a eu rien? Il n'y a eu rien de cela. Pourquoi donc s'accombrer encore avec une honte judiciaire comme celle-là pendant que le monde nous regarde? C'est regrettable pour la justice, c'est regrettable pour les droits de l'homme au Cameroun. Le collectif Maître Sop réclame la liberté immédiate de l'ensemble de ces personnes, lesquelles, selon lui, ne cherchaient qu'à exercer leur droit d'assister à une audience pourtant publique. À l'aube d'une élection présidentielle cruciale, le paysage politique camerounais pourrait connaître un bouleversement significatif. Deux figures emblématiques de l'opposition, Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Mingari, envisagent une alliance inédite. Cette union stratégique, si elle se matérialise, pourrait, selon les analystes politiques, redistribuer les cartes du scrutin tout en ravivant l'espoir d'un véritable changement au sein d'une opposition fragmentée. Dans cette optique, il est essentiel d'explorer les implications de cette éventuelle collaboration. Écoutons le reportage de Théophile Tchoumke et Hubert Michel Kamini.
D'une campagne présidentielle décisive, un souffle d'espérance pourrait bien émerger du septentrion camerounais. Une alliance entre Bello Bouba-Magari et Issa Chiroma Bakari. Il est clair qu'aujourd'hui, l'ordre dominant fait face à une situation un peu complexe dans la mesure où on est dans une espèce d'affirmation de l'hydioïsme, c'est-à-dire le retour du pouvoir dans le Grand Nord. Et je crois qu'aujourd'hui, cette posture met davantage la pression sur Issa Chiroma Bakari et Bello, qui n'ont pas droit à l'erreur. Les régions septentrionales ont toujours été considérées comme les localités faiseurs de chefs d'État au Cameroun, en raison du nombre d'électeurs, près de 40% de l'électorat national. Voilà qui fait dire aux experts qu'une alliance entre les deux principales figures de l'opposition à cette présidentielle ferait tache d'huile. Et il n'y a pas une communauté au Cameroun qui a manifesté son ras-le-bol contre le pouvoir de Yaoundé ces dernières années autant que le Nord. Pour des raisons qui sont évidentes. Ce sont les régions les plus pauvres du Cameroun, les plus sous-scolarisées. Bref, ce sont les régions qui ont le plus subi des 43 ans de règne de Paul Biya. Et donc, il faut s'attendre à un vote sanction. Le rapprochement entre les deux hommes cette semaine suscite de nombreux commentaires. Car si le poids électoral du septentrion est indéniable, la mise en commun des forces politiques d'Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba-Magari pourrait redessiner les équilibres de cette campagne. L'enjeu de cette union entre Issa Chiroma et Bello Bouba se situe au niveau de la captation de toutes les voix de cette région-là. Et c'est dans ces régions-là que le RDPC a l'habitude de faire le plein de voix, évidemment par la fraude électorale, mais le plein de voix tout de même. Il est également important pour les deux hommes d'être ensemble pour essayer de redéfinir la position du Grand Nord dans les trois régions de l'extrême nord, de la Gamawa et du Nord, dans le reparamétrage institutionnel qui aura forcément lieu après Paul Biya. La dynamique enclenchée par cette possible coalition intervient alors que l'opposition peine à trouver un front uni. Plusieurs rencontres ont eu lieu ces derniers jours, notamment dans le cadre du groupe de Fumban. Mais jusqu'ici, aucun consensus véritable n'a émergé. Reste désormais à savoir si ces gestes d'ouverture se traduiront en actes politiques forts. Car plus que jamais, les Camerounais aspirent à un renouveau et attendent peut-être leur prochain destin commun. Comme nous le disions en titre, de nouveaux ponts d'affaires se construisent entre l'Afrique et la Turquie. À Istanbul, le 13e Forum mondial sur la coopération industrielle devient le carrefour pour de centaines d'entrepreneurs, dont de nombreux Camerounais venus échanger en vue d'un développement mutuel. Ce dynamisme économique témoigne des opportunités croissantes qui se présentent aux acteurs africains sur la scène internationale. Voyons cela avec Junior Ossa. Istanbul, métropole économique de la Turquie, accueille la 13e édition du Forum mondial de la coopération industrielle entre la Turquie et l'Afrique. Ici, de nombreux opérateurs économiques camerounais répondent présents. C'est une grande opportunité d'être entre les autres nombreux pays d'Afrique et participants dans cette meilleure événement. Le taux des exportations et des importations de la Turquie et l'Afrique se situe à 36,5 milliards de dollars pour l'année 2024, d'où la nécessité pour les uns et les autres d'aller à la conquête de ce vaste réseau commercial à travers ce forum B2B Afrique-Turquie. L'objectif de notre visite ici, c'est de trouver des partenaires qui font dans la fourniture des pièces industrielles. Et puis penser à d'autres partenariats nouveaux pour les futurs projets et puis renouveler nos anciens accords pour des projets futurs. Le Cameroun, à ce forum mondial sur la coopération industrielle, entend apporter son savoir-faire à ce pays turc dans les domaines du cacao, entre autres. Nous proposons des produits qui ne sont pas trouvables dans les industries locales en fait. Cette 13e édition qui s'est ouverte ce mercredi ici à Istanbul a été présidée par le ministre du Commerce turc, Ömer Bola.
20 ans après un recensement dont les résultats n'ont jamais éclairé les politiques publiques au Cameroun, le gouvernement promet un nouveau comptage national en 2026, cette fois associé à celui de l'agriculture et de l'élevage. Officiellement, les fonds sont disponibles, assure le Premier ministre. Cependant, des économistes et observateurs avisés demeurent sceptiques. Comment dès lors mener une opération d'une telle ampleur dans un pays où la digitalisation reste un mirage et où la fiabilité des données officielles est largement remise en question? Cette problématique soulève des interrogations cruciales quant à la capacité du pays à réaliser un recensement efficace. Élément de réponse dans ce reportage d'Achille Kamga, Zéphane Ngondi et Kemazo Osombo. L'état de sous-développement avancé que connaît le Cameroun, conséquence de l'échec des politiques publiques en matière de développement, est aussi tributaire de la non-maîtrise de la démographie du pays. Si vous ne connaissez pas le nombre de personnes qu'il y a dans une ville, comment vous travaillez les politiques d'affectation de ressources? Comment vous travaillez, par exemple, vous décidez, par exemple, du nombre d'écoles qu'il doit avoir, le nombre d'enseignants qu'il doit avoir dans cette ville-là, si vous ne maîtrisez pas la population? Comment vous décidez du nombre d'infrastructures de base, hôpitaux, écoles, universités et tout ce que vous voulez? Comment vous les définissez si vous ne connaissez pas le nombre de populations que vous voulez servir, pour qui vous voulez le faire? 20 ans après le dernier recensement général de la population, le gouvernement annonce une autre opération du genre en 2026. Le recensement, n'est-ce pas, de la population constitue ce qu'on appelle les données de base. Parce que c'est à partir, n'est-ce pas, de la démographie, c'est à partir, n'est-ce pas, je vais dire des données actualisées de la démographie qu'on conçoit l'ensemble des politiques publiques au développement. Sauf que le contexte aujourd'hui ne permettrait pas de mener à bien cette opération de manière efficiente, malgré les assurances du gouvernement sur les travaux préparatoires qui sont déjà bouclés. Quelle est la méthodologie, n'est-ce pas, de collecte de ces données-là? Si ça se fait comme ça se faisait il y a 100 ans, c'est-à-dire on faisait le porte-à-porte pour pouvoir compter manuellement les gens. Si c'est comme ça que vous entendez compter 30 millions de personnes, je crains que la marge d'erreur, n'est-ce pas, ne soit égale au moins à 50%. Le Bucret devrait déjà avoir une base de données et devrait avoir des terminaux de liaison dans toutes les maternités. Le troisième et dernier recensement général de la population camerounaise remonte à 2005. Ces résultats rendus publics en avril 2010 chiffraient la population du pays à 20 millions d'habitants. Face à la flambée injustifiée des prix du plâtre, les autorités de Yaoundé passent à l'action. Des magasins sont sanctionnés et scellés, témoignant de la détermination de la brigade du contrôle du commerce à lutter contre la spéculation. Cette intervention des autorités met en lumière les défis économiques auxquels le pays est confronté, ainsi que la nécessité d'une régulation efficace. Suivons les précisions avec Karel Metiazia Choya et Justin Yanker. Le contexte sur le terrain est amer. Le prix du plâtre, bien que non homologué, a connu une hausse vertigineuse. Un produit encore vendu à 6 500 francs CFA il y a moins d'un mois est désormais disponible à 11 000 voire 12 000 francs CFA. Une dérive que la brigade de contrôle des prix de la délégation régionale du ministère du Commerce pour le centre n'a pas tardé à sanctionner. Verdict, fermeture immédiate et mise sous scellé du point de vente concerné. Non seulement ils font la spéculation parce qu'ils cachent les stocks, et en plus de ça, ils conditionnent, donc ils font une vente conditionnée de ce produit. Et nous ne pouvons pas tolérer ce genre de situation dans notre marché actuellement. Donc nous veillons et nous envoyons le message à tout le monde. Tous qui sont dans le réseau de spéculation de plâtre dans notre région de compétences, nous sommes à leur trousse et ils vont nous croiser sur leur chemin. Nous allons sanctionner jusqu'à la dernière énergie afin que la sérénité revienne dans cette filière. La sanction, conformément à la réglementation en vigueur, n'a pas tardé à tomber. L'alerte est venue de certains consommateurs et acteurs de la filière, excédés par la flambée des prix. C'est ce qui a motivé la descente sur le terrain. Objectif, frapper sans concession les commerçants véreux. Tolérance zéro pour la surenchère et la spéculation. Les acheteurs et utilisateurs sont d'ailleurs invités à dénoncer toute pratique suspecte
notamment vers le numéro vert 1502 mis en place à cet effet. L'opération, loin d'être ponctuelle, va se poursuivre. Elle s'inscrit dans le cadre de la veille et de la surveillance permanente des prix sur les marchés, y compris ceux des matériaux de construction. Entre janvier et juin 2025, la Chine a investi 39 milliards de dollars en Afrique. Selon un rapport, le continent africain est devenu le principal bénéficiaire de l'initiative de nouvelles routes de la soie lancée par le président Xi Jinping. Cette dynamique d'investissement chinois souligne l'importance croissante de l'Afrique dans les stratégies économiques mondiales. Reportage. 9 milliards de dollars sont destinés à l'Afrique, dont 30,5 pour des projets de construction spécifiques. Les 9 autres milliards représentent les investissements chinois dans l'infrastructure en général. Cette somme a presque quadruplé par rapport au montant investi par la Chine sur la même période l'année dernière. Le géant asiatique accélère donc sa présence en Afrique selon une étude récente publiée par l'université australienne Griffith. Mais si on regarde dans le détail, un projet attire à lui seul la majorité des investissements. Il s'agit du parc industriel gazier à Ogidigmen au Nigeria d'une valeur de 20 milliards de dollars. Et c'est une entreprise chinoise basée ici à Pékin qui a promis de le développer et de le financer. Par contre, aucun nouveau projet chinois entre janvier et juin 2025 au Cameroun, au Zimbabwe, en Afrique du Sud ou à Madagascar. Le tableau est donc contrasté. Mais une chose est sûre, même si le projet des nouvelles routes de la soie, un projet phare initié par le président Xi Jinping, a beaucoup ralenti depuis sa création en 2013, l'objectif est loin d'être oublié. Et les tensions commerciales avec les États-Unis semblent avoir ravivé les envies des pays du Sud de trouver d'autres partenaires économiques, tandis que les investisseurs chinois se tournent vers les clients étrangers puisque l'activité est réduite en Chine. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout, passez une agréable fin de soirée. Au revoir.